programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, l'Assemblée nationale a finalement adopté à l'unanimité le projet de loi apportant reddition des comptes 2023 ainsi que le projet de loi rectificative de la loi de finances exercice 2024 lors d'une rude plénière pour les membres du gouvernement. Les élus ont dénoncé notamment les dépassements budgétaires, les écarts constatés entre les budgets alloués et ceux décaissés ainsi que la paupérisation de la population. Et puis on va se rendre en Belgique où la première ministre Judith Souminois devra prendre part au forum Rebranding Africa. Elle y séjourne depuis hier. Sur place, elle a été accueillie par une forte délégation de la diaspora congolaise. Au Nigeria, c'est l'émoi après la mort d'au moins 140 personnes à la suite de l'explosion d'un camion-citerne. Des funérailles de mars ont été organisées en présence des autorités politiques locales. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal à l'Assemblée nationale. D'abord, il a fallu des heures et un débat houleux pour parvenir à l'adoption du projet de loi portant reddition des comptes 2023 et celui relatif à la loi rectificative 2024. Dans leurs interventions, les députés nationaux ont relevé des dépassements budgétaires, des écarts constatés entre les budgets alloués et ceux décaissés, la paupérisation de la population et tant d'autres remarques. Après le vote, les deux textes ont été renvoyés à la commission économique et financière pour toilettage. Un mois après le dépôt de ces projets de loi par la chef de l'exécutif national, Judith Souminois, l'Assemblée nationale s'est plongée dans l'examen de ces deux textes présentés respectivement par les ministres d'État du Budget, Aimé Boji, et du ministre des Finances, Doudou Fouamba. Dans sa présentation, le ministre d'État du Budget a expliqué à la représentation nationale les facteurs qui justifient cette loi rectificative de la loi des finances 2024. Le ministre des Finances a pour sa part relevé le contexte dans lequel s'est exécutée la loi de finances 2023 ayant impliqué l'exécution budgétaire enregistrée. Puis s'en est suivi plusieurs heures de débats au cours duquel les élus nationaux ont exprimé sans langue de bois leurs revendications, questionnements et préoccupations sur le deux projets de loi sous examen. Ces tracas ont gravité autour des dépassements budgétaires, les écarts constatés entre les budgets alloués et ceux décaissés, la paupérisation de la population et tant d'autres remarques. Après plus de 9 heures de débat général qui s'est étalé sur 2 jours, soit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre, et 150 interventions où opposition et majorité s'accordaient et se désaccordaient, les deux membres du gouvernement ont demandé et obtenu 30 minutes de pause afin d'élaborer les réponses aux préoccupations des élus nationaux. Temps écoulé, c'est donc de manière brève et concise que les deux ministres du gouvernement Souminois ont éclairé la lanterne publique tout en reconnaissant la dextérité légendaire qui caractérise le président de l'Assemblée nationale dans sa manière de réguler le débat. Satisfaits de ces réponses, les députés nationaux ont voté à l'unanimité pour la recevabilité des 10 projets de loi. Au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. Et toujours à ce sujet, pour son premier oral, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, rassure sur l'amélioration de la gestion des finances publiques. Devant les élus nationaux, l'Argentier a défendu le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023. Il en a profité justement pour expliquer pourquoi le gouvernement n'a pas atteint les assignations relatives à la mobilisation des recettes en 2023. Le ministre des Finances s'est employé à faire l'économie de ce projet de loi aux députés nationaux, rendant ainsi compte de l'exécution du budget 2023 au nom du gouvernement et dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance. L'Argentier national a renseigné que sur une prévision de 32 milliards 456 078 milliards de francs congolais, les recettes réalisées
au terme de l'exercice budgétaire 2023 sont chiffrés à 29 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 91,22%, estimé à hauteur de 32 milliards de francs congolais. Les dépenses ont été exécutées à hauteur de 31 milliards 316 000 francs congolais, soit un taux d'exécution de 96,49%. Par conséquent, l'exercice budgétaire 2023 s'est clôturé sur un solde débiteur consolidé d'un import de 226 milliards de francs congolais. La non-atteinte des assignations relatives à la mobilisation des recettes en 2023 est due, selon le ministre des Finances, à la résurgence de l'insécurité à l'est du pays, aux acomptes provisionnels payés en 2022 au titre de l'impôt sur le bénéfice professionnel, à la baisse du taux de la redevance minière de 50 à 46% à la suite de la création du FONAREV, à la faible culture fiscale des micro-entreprises et à la persistance de la guerre russo-ukrainienne. À la suite de l'exposé du ministre des Finances Doudou Fwamba, les députés nationaux ont formulé des recommandations et posé de nombreuses préoccupations regroupées par l'argentier national à 9 points, portant entre autres sur l'instabilité du cadre macroéconomique, les recours au paiement des dépenses en procédure d'urgence, les faibles niveaux d'exécution des dépenses d'investissement sur des ressources propres, les décaissements de l'appui budgétaire attendu de la Banque mondiale. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais, sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. Par ailleurs, le ministre des Finances a abordé la problématique de paiement de la dette intérieure, rassurant dans la foulée que le gouvernement souminois, sur instruction du président de la République, a développé une stratégie pour s'assurer du respect de la procédure. Il a en outre annoncé la suspension du paiement de la dette intérieure afin d'implémenter les mécanismes d'exécution de cette stratégie qui repose sur des critères clairs et objectifs de manière et qui bénéficient de l'accompagnement du FMI. L'objectif, a-t-il souligné, est d'éviter que le ministre des Finances sélectionne de manière subjective des personnes à payer. Au terme de sa défense, conclut sur une salve d'applaudissements des élus du peuple visiblement convaincus et rassurés les engagements du ministre Doudou Fwamba en faveur de l'amélioration de la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. Et je vous le disais, les députés nationaux ont farouchement critiqué les deux projets leur présentés pour non-atteinte des objectifs. Le député national Trésor Moutiki, lui, a relevé plusieurs cas d'incohérence dans l'exécution de ces propositions faites par les ministres des Finances et du Budget. Lors du débat, après ces présentations, par rapport au projet de loi rectificatif de loi des finances, les députés nationaux, Trésor Moutiki, dans son speech, a dénoncé l'accroissement des dépassements des dettes intérieures dans tous les domaines. Concernant la loi rectificative, les projets de loi rectificative, nous avons eu à dénoncer quelques accroissements constatés, surtout dans plusieurs domaines, les infrastructures et autres choses. Nous avons essayé de montrer aux membres du gouvernement et à l'Assemblée le dépassement dans l'exécution de dettes intérieures parce que, disons, au 30 juin 2024, les dépassements étaient déjà de 199%. Et concernant la reddition des comptes exercice 2023, les députés nationaux Trésor Moutiki a également dénoncé plusieurs incohérences dans l'exécutif du budget. Nous avons aussi fait remarquer plusieurs incohérences, surtout dans l'exécution du budget. Disons l'exemple très simple, on parle dans le même rubrique dette intérieure, dépassement comme pas possible. Est-ce qu'ils peuvent nous mettre à notre disposition la liste de tous ces bénéficiaires de paiement de dette intérieure plutôt, et voir si au moins ils sont en ordre avec l'État congolais à travers la direction de la dette publique. Ce mercredi 16 octobre 2024, deux membres du gouvernement s'étaient présentés devant les élus nationaux. Il s'agissait d'Aimé Boji et Doudou Fwamba, respectivement ministre du Budget et ministre des Finances, qui ont procédé à la présentation du projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023 et le projet de loi rectificatif de loi des finances exercice 2024.
Il faut noter que les députés nationaux ont finalement déclaré recevable dans la nuit du mercredi à jeudi 17 octobre le projet de loi des finances rectificative 2024. Et la première ministre, je le disais aussi dans les titres, Judith Souminois est arrivée depuis mercredi à Bruxelles, en Belgique, accueillie chaleureusement par la diaspora congolaise. La chef du gouvernement est allée représenter le président de la République à la 10e édition du forum Rebranding Africa. Ces assises vont se dérouler du 17 au 19 octobre dans la capitale belge et elles vont réunir des leaders, des entrepreneurs et acteurs politiques autour du thème Ensemble, construisons l'Afrique. C'est un accueil chaleureux que la diaspora congolaise a réservé à la première ministre à son arrivée. Entre chants et attractions, l'ambiance était à son comble pour saluer cette première femme à occuper les fonctions du premier ministre, chef du gouvernement en République démocratique du Congo. Toutes les femmes du Chant du Coq que vous voyez ici derrière moi sont venues ce matin afin d'accueillir la première ministre, Excellence Judith Souminois, afin de l'encourager, de lui donner de la force et de l'énergie dans le travail qu'elle est en train d'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, elle est garante, comme le président de la République, de l'élévation de la RDC. Et ensemble, avec toutes ces femmes, avec la jeunesse, avec la diaspora, nous allons être ensemble derrière elle pour l'accompagner afin que le travail du président de la République soit une réussite. La 10e édition du forum Rebranding Africa va se dérouler durant 3 jours, soit du 17 au 19 octobre dans la capitale belge. Il s'agit d'un événement majeur qui rassemble les leaders d'opinion, décideurs politiques, entrepreneurs et investisseurs autour de la thématique « Ensemble, construisons l'Afrique ». Building Africa Together. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Pourquoi? Parce que pour la première fois, la Belgique, la capitale européenne, reçoit la première ministre de la RDC. Mais c'est pas tout, c'est une femme. À cette occasion, la République démocratique du Congo est à l'honneur grâce notamment à son statut de pays solution sur la question des changements climatiques. Notons que depuis sa création en 2014, le Rebranding Africa Forum s'est imposé parmi les rendez-vous incontournables pour aborder les transformations nécessaires au développement durable du continent africain. Cette 10e édition abordera des sujets majeurs pour l'avenir de l'Afrique, l'intelligence artificielle, la valorisation du capital humain, la culture et les soft power comme levier de croissance, les défis du changement climatique et les opportunités liées à l'amélioration des connectivités du continent avec le monde. Ces thématiques sont autant d'axes majeurs pour les progrès et la prospérité du continent africain. On retourne à Kinshasa. Le ministre de la Justice a eu un entretien avec les inspecteurs et agents de la police judiciaire sur leur travail. Les OPJ ont notamment présenté au ministre les difficultés qu'ils éprouvent et rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions tout en insistant sur la revalorisation de leurs conditions de travail. Et pour l'assainissement de la capitale, il faudra désormais compter avec les bâtisseurs du service national. C'est le gouverneur de la ville qui a sollicité et obtenu leur contribution. Un vaste programme a été lancé à ce sujet. Pour lancer la grande activité assainissement, où nous avons accompagné diverses personnes, et en particularité le génie militaire. Ils sont désormais déterminés à lutter contre les pollueurs afin d'assainir la ville-province de Kinshasa, accompagnés du bourgmestre de la commune de Matete, du commandant du service national, le général Kassongo Kabwik, et des quelques membres du gouvernement provincial. Le gouverneur Daniel Bumba a effectué une descente pédagogique en vue de sensibiliser les habitants de cette contrée de la capitale, occasion pour le numéro 1 de la commune d'exprimer sa gratitude. Ces travaux seront permanents. Le numéro 1 de la ville, Daniel Bumba, a pu palper du doigt l'état des décharges qui regorge la commune de Matete. De son côté, le général Kassongo Kabwik a réitéré l'engagement du service national pour accompagner l'initiative du bourgmestre de Matete qui rencontre tout droit la vision du gouverneur. C'est un plaisir pour nous de vous voir nombreux répondre à cette qui, à notre avis,
pose impact. La population de la commune de Matete est donc appelée à s'approprier de ces combats qui veillent à la propriété de la ville-province de Kinshasa. Et puis une rencontre d'échange et de partage entre les ONG de la société civile réunies en synergie et les délégués des partis et regroupements politiques élus ainsi que des leaders communautaires a eu lieu mercredi à Kinshasa. Il s'agit d'une évaluation de la prise en compte de leur cahier de charges dans le programme d'action du gouvernement. Le devoir de redevabilité est l'un des principes majeurs qui justifie la concrétisation des engagements des élus vis-à-vis des électeurs dans le cadre du contrat social électoral qui les lie. Plus de 10 mois après la tenue des scrutins de 2023 et la mise en place du gouvernement, les élus communaux et la coordination de la synergie des ONG de la société civile à l'invitation de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État se sont retrouvés pour une évaluation du processus. Il fallait qu'on se mette ensemble, qu'on essaye de mettre face à face les élus avec les membres de la communauté pour voir si les cahiers des charges qui avaient été présentés à ces acteurs politiques à l'époque candidats, si aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, est-ce qu'ils les mettent en application? Après évaluation des actions gouvernementales reprises sur sa feuille de route, et les cahiers des charges reprenant les desiderata de la population, il est constaté la volonté des institutions de garantir un bien-être social. Nous avons vu que notre cahier de charges effectivement pris en compte, une bonne partie des engagements sont pris en charge au niveau du gouvernement central. Il est maintenant question que nous arrivions à voir comment cela pourrait s'appliquer et s'observer ou se mettre en œuvre. Dans un proche avenir, AETA et ses partenaires entendent entreprendre des actions pour solliciter des institutions la mise en application des recommandations formulées en vue de consolider le développement tant économique que politique en République démocratique du Congo. Et dans la province du Haut-Lomami, les auteurs du meurtre d'un chef de quartier de la cité de Loubiaï dans le territoire de Kabongo ont été jugés en flagrance. On voit ça dans ce reportage de la presse provinciale. L'audience foraine en flagrance organisée par les tribunaux des grandes instances des Kamina saisis par le parquet des grandes instances près cette juridiction a eu lieu ce vendredi 11 octobre. Cette audience des flagrances à laquelle ont assisté le gouverneur de Provence, Banzamouloumé Marmont, à ses côtés son vice, le procureur général Benjamin Goï Matamba de la cour d'appel d'Haut-Lomami, d'autres magistrats et officiels, fait suite aux événements malheureux qui sont survenus à Kimé dans les territoires des Kabongo au détriment d'un paisible citoyen, chef des quartiers des Sonita, en la personne de M. Ngoï Mutombo Eli, qui aurait été molesté par cette bande des présumés délinquants de la manière la plus odieuse, puis la mort s'en est suivie. Une foule en colère instrumentalisée par l'auteur intellectuel de ce fait-là, qui n'est rien d'autre qu'un chef des localités répondant au nom des Kalunda. Cette situation ayant créé des émois au sein de la population, ces 8 présumés coupables comparaissent par devers le tribunal des grandes instances des Kamina pour que chacun réponde de ses actes. Sur ces entrées faites, les droits de la défense étant garantis, les avocats de la défense ont énergiquement fait leur travail et ceux de la partie civile aussi pendant cette première phase d'instruction juridictionnelle pour éclairer la religion du tribunal. Les tribunaux étant suffisamment éclairés après avoir auditionné chaque prévenu et entendu la déposition du ministère public pour les plaidoiries de toutes les parties au procès, bien avant de rendre son verdict dans les délais légaux. À l'issue de cette audience publique, le procureur général près la cour d'appel d'Haut-Lomami, M. Benjamin Goï Matamba, a livré ses impressions. Que la rigueur et toute la rigueur et rien que la rigueur de la loi soit appliquée aux auteurs de ces faits odieux. Vous devez en répondre devant les juridictions compétentes. Dour Alex, ceux de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Ce procès est pédagogique pour que la population d'Haut-Lomami, Provence chère du gouverneur Banzamouloumé Marmont, en tire une leçon.
Et au sud Kivu, le pont Luhemba, situé dans le village de Misisi, a été inauguré. La contrée, avec ses 180 000 habitants, est considérée comme le poumon économique du secteur de Nganja et par extension de la province du sud Kivu. Grâce à cette nouvelle infrastructure construite, les recettes locales devraient connaître une augmentation significative. Les secteurs de Nganja, en territoire de Fizi au sud Kivu, a célébré un événement marquant avec l'inauguration du pont Luhemba, un projet d'infrastructure crucial pour la région. Le chef des secteurs d'Nganja, Akili Bernard, a procédé à la coupure du ruban symbolique, marquant la fin de 3 mois de travaux intensifs financés à hauteur de 24 000 $ américains issus des recettes locales. Le pont Luhemba, d'une longueur de 7 mètres, une largeur de 5 mètres et une hauteur de 8 mètres, relie les villages éponymes à plusieurs autres localités, notamment Butale, Lubichako, Toulongue, Galula et Nyangi. Cette infrastructure est essentielle pour les usagers de la route de desserte agricole de Masisi, facilitant ainsi les transports et les commerces dans cette région enclavée. Lors de son discours, M. Akili Bernard, chef des secteurs, fervent défenseur de l'IDPS au Tshisekedi, a exprimé sa gratitude envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a souligné que ces projets s'inscrivent parfaitement dans la vision du chef de l'État qui prône le développement des 145 territoires de la RDC. Le chef des secteurs a également remercié le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi Sadiki, et son vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano pour leur soutien indéfectible à la réalisation de cette initiative. Protégeons cet édifice qui nous appartient. Chaque passant doit veiller sur ses ponts. Demain à 14h, tous les fils des Misisi sont invités à la salle polyvalente pour une rencontre de redevabilité avec les nouveaux chefs des secteurs, une année après sa prise de fonction. Ce projet est un exemple concret de ce que peut accomplir un leadership local efficace et une gestion judicieuse des ressources prônées par le chef de l'État et une gestion judicieuse des ressources prônées par le chef des secteurs, Akili Bernard. Il présente un espoir renouvelé pour les habitants de Masisi et de villages environnants qui voient en ces ponts une ouverture vers de nouvelles opportunités économiques et sociales. Et en santé à présent, le programme de lutte contre le paludisme en RDC a organisé mercredi une activité appelée cadre de partage pour la vulgarisation de la stratégie de mobilisation des ressources domestiques 2024-2028. L'événement s'était déroulé dans l'hôtel Fleuve Congo. Plusieurs acteurs du secteur de la santé de la République démocratique du Congo se sont réunis dans un atelier de vulgarisation de la stratégie de mobilisation des ressources domestiques organisé par les responsables du PNLP et ses partenaires avec l'appui de l'organisation Impact Santé Afrique, un cadre qui a permis aux participants de mener des plaidoyers budgétaires en faveur des autorités pour lutter contre le paludisme. On va intégrer les organisations de la société civile et les PNLP et on va mener cette activité depuis décembre 2024. C'est seulement à Kinshasa, vu qu'on va travailler aussi avec le PNLP provincial, donc ils vont nous accompagner. Plusieurs interventions, notamment la présentation du GAP financier PSN 2024-2028, la présentation de la stratégie de mobilisation des ressources domestiques 2024-2028, proprement dite, ainsi que les prochaines étapes pour sa mise en œuvre ont enrichi l'assistance. À travers ces 3 piliers, dont l'accès universel à la prévention et lutte contre le paludisme, l'accélération des efforts dans l'élimination du paludisme et aussi faire de la surveillance du paludisme une intervention de base. Nous sortons d'un atelier de vulgarisation de la stratégie de mobilisation des ressources domestiques. C'est pour attirer l'attention des décideurs dans le financement, le soutien domestique au-delà des ressources externes que le PNLP a pu mobiliser. Parmi les invités à ces assises, l'on note la présence des députés nationaux qui ont suivi attentivement les plaidoyers des hommes et des femmes qui luttent jour et nuit pour éradiquer le fléau du paludisme en RDC et qui ont également réitéré leur engagement ce jour. Pour rendre de l'utile à l'agréable, une signature de la lettre d'appropriation et évaluation de l'atelier a été faite par les participants.
On passe à l'actualité en Afrique avant de boucler ce journal. Au moins 140 personnes, dont des enfants, ont trouvé la mort et des dizaines d'autres blessés au Nigeria après l'explosion d'un camion citerne d'essence renversé. D'après le porte-parole de la police de cette région, Lawan Adam, qui livre l'info, le camion qui transportait de l'essence s'est déporté pour éviter d'entrer en collision avec un autre camion à Majiya, à une centaine de kilomètres au nord-est de Kano, la principale ville du nord du pays. Après l'accident, les habitants ont afflué autour du véhicule pour récupérer le carburant qui s'était déversé sur la route et les bas-côtés. Les policiers qui tentaient de les en empêcher ont été repoussés par la foule. C'est alors que l'explosion a eu lieu, a expliqué justement le porte-parole de la police sans en préciser la cause exacte. Kémy Séba, le célèbre militant panafricaniste, est relâché sans poursuite après sa garde en vue en France. Il a été arrêté et placé en garde à vue le 14 octobre dernier à Paris et était détenu dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure. Il a été remis en liberté le 16 octobre dans la soirée. Ce sont des accusations fortes qui ont été portées contre Kémy Séba, activiste et président de l'organisation Urgence panafricaniste. Après avoir été entendu ce mercredi par la Direction générale de la sécurité intérieure française sur base des soupçons d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France. Cet activiste anti-occidental a recouvré sa liberté ce mercredi 16 octobre dans la soirée de sa garde à vue sans poursuite. Le ministère public français a précisé que les investigations sur l'infraction d'ingérence étrangère se poursuivent dans le cadre de l'enquête préliminaire. Plus tôt dans la journée de ce mercredi, au cours d'un point de presse, Maître Branco, avocat de Kémy Séba, avait affirmé que son client n'a rien à se reprocher et avait dénoncé une détention qu'il juge sans fondement. Muni de son passeport diplomatique du Niger qu'il a reçu cet été après avoir été nommé conseiller spécial du président Abdourahmane Tiani, Kémy Séba était en France, selon ses avocats, pour visiter son père souffrant. Lors de sa conférence de presse, son avocat a également accusé les autorités françaises d'utiliser l'arrestation de Kémy Séba pour des raisons diplomatiques. En juillet dernier, la France avait retiré la nationalité française à l'activiste et président de l'organisation Urgence panafricaniste Kémy Séba, notamment suite à ses relations avec la Russie et l'Ukraine. Place au rappel des titres à présent. Les députés nationaux ont finalement adopté à l'unanimité le projet de loi portant reddition des comptes 2023 ainsi que le projet de loi rectificative de la loi de finances exercice 2024 lors d'une rude plénière pour les membres du gouvernement. Les élus ont dénoncé pas mal de choses, notamment les dépassements budgétaires et les écarts constatés entre le budget et ceux décaissés. Et la première ministre séjourne déjà à Bruxelles, en Belgique, où elle devra prendre part au forum Rebranding Africa. Sur place, elle a été accueillie par une forte délégation de la diaspora congolaise. Au Nigeria, c'est les mois après la mort d'au moins 140 personnes à la suite de l'explosion d'un camion citerne. Des funérailles de masse ont été organisées en présence des autorités politiques locales. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.